Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous revoir ce soir pour plusieurs d'entre vous. C'est notre deuxième séance. Nous voulons en fait excuser notre conseiller municipal, Alain Pavilanis. Alain, malheureusement, le lundi soir, il est à l'hôpital. Il soigne la COVID-19. Et particulièrement dans les hôpitaux à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de flexibilité pour se faire remplacer. Et c'est une des raisons pour lesquelles, et pour plusieurs autres raisons, que les prochaines réunions, c'est la dernière réunion pour un lundi soir. Nous allons faire les prochaines réunions le mercredi, au milieu de la semaine. Ça me permet de dire aussi, juste une information, qu'il y a des gens qui nous demandent pourquoi on n'exige pas le passeport vaccinaire. Et la raison, tout simplement, c'est qu'on ne peut pas l'exiger c'est un peu ce qui est les règles sanitaires à l'heure actuelle. Nous ne pouvons pas exiger le passeport vaccinal. Alors donc, on est à l'ordre du jour, à l'adoption de l'ordre du jour. Jonathan, je pense que tu veux faire un ajout. Avant, il faudrait ouvrir la séance. Pardon. Exactement. Ça va venir. Donc, il faut ouvrir la séance et Carole propose et Marie-Josée appuie. Donc, la séance est ouverte. L'adoption de l'ordre du jour, tu as un ajout à faire? Donc, nous avons un ajout et un retrait. Donc, ajout à 10.6, nomination des membres au sein du comité de démolition. Et le retrait du point 14.5 concernant l'embauche d'un pompier aux sécurité incendie. Parfait. Qui propose l'adoption? Thérèse, pardon. Marc-André qui seconde. Adoption des procès-verbaux. Donc, le 3.1, examen et adoption du procès-verbal. La séance ordinaire du 22 novembre. Tout le monde en a pris connaissance. Qui propose? Carole, secondée par Marc-André. Parfait. Point 4, suivi et dossier d'intérêt public. Les réponses aux questions des séances précédentes. Bien, je suis plutôt heureux de vous dire qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, c'est un point qui est réglé comme tel. Espérons que nous allons conserver un peu ce même élan. Maintenant, dans les dossiers d'intérêt public, c'est l'évolution. C'est le moment qui me permet de vous renseigner sur l'évolution des dossiers. D'abord et avant tout, je voudrais remercier Isabelle Capmas, qui est là. Isabelle, c'est elle qui a fait le pas le procès-verbal, mais le compte-rendu de la rencontre. Puis dans le procès-verbal, ce que je vais vous dire aujourd'hui ne s'y trouve pas. Par contre, Isabelle fait un très bon compte-rendu. Et dans son compte-rendu, il y a également les réponses aux questions que vous posez. Donc, on fait un suivi de tout ça. Ça fait déjà 4 semaines que nous sommes en poste à l'heure actuelle et on a voulu, le plus rapidement possible, mettre en route les priorités de l'an 1. Si vous vous rappelez, il y avait un dépliant qu'on a distribué à toutes les portes dans lesquels il y avait les 5 priorités de la nouvelle administration. Les 5 priorités étaient dans l'ordre les questions d'eau potable, le développement du territoire, les infrastructures dédiées à la communauté, les finances publiques et la qualité de vie. Donc, j'aimerais ça vous résumer un petit peu ce que nous avons fait depuis 4 semaines. Ce qu'on a fait, entre autres, c'est de mettre en chantier les priorités pour s'assurer qu'au cours de l'an prochain, au mois de novembre, l'an prochain, à la même période, on va pouvoir avoir réalisé les engagements que nous avons pris. Premier dossier important et probablement le plus important, le dossier prioritaire pour nous, c'est la question de l'eau potable. J'ai annoncé à la dernière réunion que nous avions trouvé, par bonheur, 3 hydrogéologues, 3 spécialistes en hydrogéologie, et ce sont des gens qui vont travailler bénévolement pour nous aider à nous éduquer, sur toutes les questions de le comportement d'une nappe phréatique, nous aider aussi à bien comprendre les options qui s'offrent à nous, et troisièmement, d'élaborer un plan d'action au cours de l'année prochaine pour réaliser les travaux qu'on doit faire pour se conforter sur la situation de la disponibilité de l'eau potable. L'eau potable, ce n'est pas une ressource éternelle, c'est une ressource qui est renouvelable. Il faut s'assurer qu'on soit capable de renouveler
se comprendre dans la nappe phréatique pour justement ne pas être en situation de pénurie. Donc, notre première rencontre, c'est demain soir, à peu près ici. Donc, nous allons rencontrer les 3 personnes et avec un groupe d'élus ici, avec tous les élus qui sont invités, mais aussi les gens de l'administration, avec lesquels on partage effectivement toutes les études. Et on a d'ailleurs, je pense, Pascal, une dizaine d'études environ qui ont été réalisées sur l'eau. Donc, on va essayer de synthétiser les résultats de ces études-là pour être en mesure de vous présenter en début d'année le résultat de la situation à l'heure actuelle pour bien comprendre où on en est. C'est un dossier d'intérêt collectif, à mon point de vue, et donc c'est très important que tout le monde fasse le suivi de ce qui se passe dans ce dossier-là. Un dossier d'urbanisme, on l'a dit, sur les questions d'aménagement. Ce soir, on va vous présenter la première version, finalement, du PIA, le programme d'implantation et d'intégration architecturale. C'est notre premier règlement. Et ce soir, Jonathan va vous présenter le contenu parce que malheureusement, Claude Théberge est absent ce soir pour cause de maladie. Dans ce premier règlement-là, je pense que c'est très important de souligner que nous voulons qu'il y ait des exigences sur l'esthétisme, des exigences sur l'architecture, des exigences pour respecter notre identité à Sutton, qui est une identité rurale, à mon point de vue, et qui préserve finalement le caractère bâti actuel de Sutton, dans plusieurs des cas. Et ça, je pense que c'est un des critères qui va être très important dans la mise en place du PIA. Pour les règlements d'urbanisme, on l'a annoncé la dernière rencontre, ce qu'on veut, c'est d'abord vous écouter. On veut vous écouter avant d'écrire des nouveaux règlements. On veut savoir, dans le fond, et on veut comprendre qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans les règlements actuels, puis quelles sont les solutions que vous proposez. Parce que moi, je l'ai entendu durant la dernière campagne électorale, il y a plusieurs points qui sont importants, qui ont été soulevés par toutes sortes de gens, que ce soit les architectes, les urbanistes, les promoteurs, les individus, les gens, encore tantôt, il y a des gens qui m'ont parlé de leurs propres problèmes d'implantation d'un cabanon. Donc, toutes sortes de dossiers comme ça qu'on veut connaître pour faire une liste, bien identifier les problèmes qu'on va adresser au cours de l'année et on va organiser des ateliers en cours d'année justement pour discuter les principaux enjeux sur lesquels il n'y a pas nécessairement un consensus parce que ce qu'on va viser à faire, c'est d'obtenir un consensus. Donc, cette réunion-là, c'est le 20 décembre, c'est un lundi. Ça se passe de 14 à 17 heures, puis de 19 heures à 22 heures. Et les modalités d'inscription sont déjà sur le site Internet actuellement de la Ville. Donc, on incite les gens à venir nous rencontrer. Ce n'est pas des discussions, c'est une présentation des points que vous voulez amener. Et il y aura donc le président du comité d'urbanisme, M. Masson, moi-même, et Claude Théberge, le directeur de l'urbanisme. Autre information et autre annonce, c'est que nous voulons annoncer les comités du Conseil. Nous voulons annoncer ce soir la création de comités consultatifs et des comités consultatifs qui vont être présidés. On a une formule hybride à proposer, c'est-à-dire que certains comités vont être présidés par des citoyens ou citoyennes et d'autres comités vont être, ou groupes de travail, vont être présidés par des élus. Il y a 2 comités, en fait, qu'on doit un peu exclure de cette annonce-là, qui sont des comités existants, qui existent par règlement, donc pour lequel, à l'heure actuelle, on ne touchera pas au règlement. Le premier comité, c'est le CCU, c'est le Comité consultatif d'urbanisme, dans lequel il y a 2 élus et 5 citoyens. Et on conserve les 5 citoyens qui sont là, c'est-à-dire Jacques Masson, qui est président, Frédéric Chouinard, René Damour, Sébastien Landry et Nathalie Tifo. Donc, ce sont les gens qui font partie, qui représentent les citoyens sur le comité consultatif d'urbanisme. Et il y aura Alan Pavillanis et Marie-Josée Auclair qui vont représenter les élus sur ce comité-là. Le deuxième comité qui est par règlement, c'est le comité de démolition. Dans ce comité-là, il y a 3 élus et un substitut. Il n'y a pas de représentant de citoyens. Et c'est Marc-André Blain, Linda Graham, Marie-Josée Auclair et Thérèse Leclerc qui va agir comme substitut dans ce comité. Il y a 2 nouveaux comités qu'on va créer qui vont être présidés par des citoyens, qui ne sont pas des comités qui vont faire partie d'un règlement, c'est des comités ad hoc, mais on pense que c'est des comités qui vont avoir une vie utile plus longue que quelques mois,
Et là, je pense à 2 comités. Le premier comité, ça va être un comité sur l'environnement. C'est un comité qui va être chargé d'étudier les impacts des changements climatiques, qui va regarder aussi l'écocentre, qui va regarder la gestion des matières résiduelles, qui va regarder un paquet de dossiers, les pesticides, etc., toutes sortes de dossiers qui touchent à l'environnement. Donc, c'est un dossier, à mon avis, un comité crucial. Et le deuxième comité, qui va être présidé par des citoyens, c'est un comité sur la qualité de vie. Et ce comité-là va gérer le budget participatif, c'est-à-dire des projets qui sont suggérés par la population pour améliorer la qualité de vie. Et l'autre dossier important, le dossier des nuisances. Le dossier des nuisances, on en connaît plusieurs, notamment les questions de bruit, les questions de pollution lumineuse, toutes sortes de nuisances qu'on connaît à l'heure actuelle, les chiens et tout le reste. Donc, il y a beaucoup de dossiers qu'on va étudier, puis on va regarder comment on peut améliorer soit la réglementation, le suivi, ou même des nouvelles options pour gérer ces dossiers-là. Il va y avoir aussi un comité culture, puis on a eu une subvention pour l'aspect culturel, et on va créer un comité qui va être présidé par Carole Lebel ici. Et on va aussi former 2 groupes de travail. Un groupe de travail sur la mobilité, avec Thérèse Leclerc, un comité qui aura beaucoup à faire sur toute la gestion des stationnements, entre autres, la mobilité à l'intérieur de la ville. Il y a toutes sortes de problématiques qu'il va falloir regarder et le plus rapidement possible pour trouver des solutions. Ce sont des irritants à l'heure actuelle importants au niveau de la communauté. Et l'autre groupe de travail, ça va être le groupe de travail sur la location à court terme, une préoccupation qui nous est mentionnée continuellement, toute la gestion du Airbnb, et qui fait en sorte aussi que ça cause une pénurie au niveau des logements abordables. Tous ces comités de travail-là, en fait, on va faire un appel à tous actuellement pour les gens qui sont intéressés de participer à ces comités-là. Toute la nomenclature, le détail de ces comités-là va être sur le site Internet aussi. Donc, les gens vont pouvoir postuler, vont pouvoir dire, moi, je suis intéressé au comité X, Y, Z, et voici pourquoi je pense que je peux contribuer. Donc, c'est un appel à tous qu'on va faire pour la participation à ces comités-là. On a aussi des comités existants qu'on va renommer. Je passe rapidement là-dessus. C'est la toponymie. Ce n'est pas un comité très actif, mais parfois, il y a des demandes de trouver des nouveaux noms pour des rues ou autres. Et il y a un comité de pilotage aussi pour la politique municipale de famille et aînés. Et on va participer donc dans ces comités-là. Ça fait le point sur les comités. L'autre point que je veux annoncer aussi, puis j'en ai parlé un petit peu, c'est la question des infrastructures et des équipements communautaires. Nous allons amorcer en janvier la cueillette d'informations des besoins. La dernière étude que j'ai vue à l'heure actuelle date de 2006. Il y avait eu un inventaire à ce moment-là pour tous les groupes socio-économiques et communautaires ici à Sutton pour dire qu'est-ce qu'on a de besoin. Puis on vit encore aujourd'hui avec les principales conclusions de l'étude de 2006. Donc, on a besoin de l'actualiser, on a besoin de regarder qu'est-ce qu'on fait avec la John Sleet, qu'est-ce qu'on fait avec Philtex, qu'est-ce qu'on fait avec le musée, qu'est-ce qu'on fait avec tous les équipements, qu'est-ce qu'on fait avec la Vallée des Monts 2. Il y a des terrains donc disponibles. Il y a toutes sortes de projets au niveau culturel aussi d'art et de rêve, le centre d'art à l'autre bout de la ville. Donc, il y a toute une infrastructure qu'il faut regarder collectivement, regarder puis avoir finalement une vision globale de la situation. L'autre dossier que je veux aborder, c'est Internet haute vitesse, qui est un dossier crucial pour l'économie de la ville et pour vous tous. Pascal et moi, nous avons rencontré un dirigeant de IHR, Internet Haut-Richelieu. C'est eux qui posent la fibre optique actuellement et qui vont offrir le service haute vitesse. Nous les avons rencontrés pour savoir quelle était la situation à l'heure actuelle, parce que Sutton, vous le savez, nous sommes en queue de peloton. On est à la fin, on est la dernière ville à être équipée en Internet haute vitesse. Et actuellement, la construction, vous avez souvent un échéancier, mais l'échéancier nous dit qu'ils sont à 21% de leur planification de réalisation, à 80% en termes de permis. Donc, la question pour nous, c'était de leur demander, est-ce qu'ils peuvent accélérer le travail? Ils nous ont dit que déjà, ils ont accéléré, ils sont passés de 2 équipes de contracteurs à 7.
mais on leur a demandé si c'était possible encore d'accélérer. Ils doivent nous revenir avec une réponse là-dessus. Ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils vont travailler en parallèle. Par exemple, avant, ils travaillaient par poser le fil, regarder le raccordement, le boîtier à la maison, etc. Là, maintenant, ils font ça, les activités en parallèle, pour accélérer. Donc, ils peuvent poser un boîtier chez vous, mais ça ne veut pas dire que ça va être raccordé dans la semaine suivante. Ils ont simplement décidé d'accélérer le processus au niveau de l'installation de la fibre optique. L'autre point que nous avons appris, c'est que malheureusement, IHR ne couvre qu'environ 60 du territoire. Donc, le reste, c'est soit Bell ou Action. Et on n'a pas semblé comprendre qu'il y avait vraiment une coordination entre IHR et les autres. Donc, c'est important pour nous de continuer notre investigation là-dessus parce que nous, on leur a dit très clairement que notre rôle en termes de conseil municipal, c'était de faire en sorte d'accélérer le plus possible l'accès à Internet haute vitesse. Autre point que nous avons appris, c'est que c'est très important de s'inscrire à IHR. IHR a fait un inventaire, finalement, des maisons qui étaient desservies à 5 mégabits seconde. Et là, ils sont passés à 50 mégabits seconde. Donc, si vous n'êtes pas desservi jusqu'à 50 mégabits seconde, donc vous pouvez avoir accès à IHR. Et à IHR, l'intérêt aussi actuellement, c'est que les 250 premiers mètres de raccordement de la fibre optique à votre domicile, c'est défrayé par IHR. C'est dans le programme d'IHR. Et ils nous ont fait savoir que ce ne serait pas éternel, cette situation-là. Donc, vous avez intérêt à vous inscrire tout de suite aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de cette disposition dans l'offre de IHR. Moi, je vous incite fortement, donc, à aller sur le site IHR et à vous inscrire. Allez voir si vous êtes inscrit. Si vous n'êtes pas inscrit, de vous inscrire. Autre dossier important en termes de suivi, qui est très important pour nous comme conseil municipal, c'est les habitations abordables, et particulièrement le projet Habitation abordable Sutton. C'est un projet qui est, je pense, Linda, tu me corrigeras, peut-être 7 à 8 ans, je pense qu'on est au moins, qu'on est en train d'étudier ce projet-là. Et là, actuellement, on est sur les derniers 1000. Il y a actuellement une soumission qui est sur le réseau du gouvernement du Québec, et c'est le 13 décembre prochain qu'on va savoir quel est le prix qui est offert par des soumissionnaires. Et évidemment, nous avons une fourchette de prix. Et un des risques majeurs, et ce qu'on a discuté avec les gens de HAS, Habitation abordable Sutton, c'est qu'ils risquent, avec l'augmentation des coûts de construction, on risque que le coût qui va être soumis soit supérieur au montant maximal qui est prévu pour Habitation abordable Sutton. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire un suivi. Si jamais ça arrive, ça veut dire qu'il va falloir faire un lobby important au niveau politique et autant au niveau provincial que fédéral pour voir jusqu'à quel point les gouvernements pourront intervenir pour combler la différence. Sinon, le projet tombe à l'eau. Et tombe à l'eau, ce serait très malheureux parce qu'il y a 18 habitations et c'est vraiment 18 habitations abordables parce que le prix des logements de 4,5 et 5,5 est vraiment très bon. Donc, il faut conserver ce projet-là. C'est d'une importance primordiale pour nous. Puis on a déjà commencé cette discussion-là avec notre ministre fédéral, qui est la députée de Brome-Missisquoi, et au niveau fédéral et provincial avec les deux qui sont au courant et qui suivent ce dossier-là de façon très, très particulière. Un autre dossier que je vais vous parler rapidement, puis c'est important de le dire, on en parle rarement ici, je pense à l'Hôtel de Ville, mais c'est qu'on siège aussi à la MRC Brome-Missisquoi. La MRC Brome-Missisquoi, je ne sais pas si vous l'avez vu dans les journaux, ils ont un budget de 14 millions de dollars. Il y a 21 municipalités, c'est 14 millions, c'est 13 900 000. J'arrondis à 14 millions. C'est une augmentation de 10 % cette année par rapport au budget de l'an dernier. Il y a une quote-part pour Sutton. Sutton, nous payons 625 000 dollars. Donc, le 625 000 dollars, nous, qu'on paye actuellement à l'intérieur de notre budget, puis le budget, on va commencer à en discuter au début janvier, c'est dans notre budget, donc c'est une ligne dans notre budget, et c'est incontournable, c'est 625 000. Donc, moi qui siège là, je veux m'assurer que nous ayons des services pour ce 625 000 $-là. Nous avons déjà commencé à travailler au niveau de la MRC, à les alerter justement sur un des problèmes de la nuisance, qui est le bruit, surtout le bruit des motos. Il faut que ce soit une approche régionale, il faut que toutes les municipalités de Brome-Missisquoi se mettent à vraiment
contrôler les niveaux de bruit, que tous les résidents qui vivent ici sur les routes provinciales, la 139, la Missisquoi, le chemin Missisquoi, la 215, tout le monde se plaint du bruit des motos. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle qui s'exerce par les policiers, la Sûreté du Québec, pas seulement à Sutton, mais dans toutes les villes de la région. Et c'est seulement la MRC qui va faire ça. Et déjà, on s'est entendu qu'il y aurait une rencontre entre la SQ, Sûreté du Québec, et la MRC pour qu'on ait un plan d'action pour l'été prochain pour essayer de gérer correctement ça. Et ça se fait déjà, d'ailleurs, les policiers. Nous avons rencontré les gens de la Sûreté du Québec de Sutton ici la semaine dernière, Pascal et moi. Et déjà, ils exercent un contrôle. Puis le contrôle ne s'exerce pas, à ma grande surprise, ne s'exerce pas par finalement des décibels, un contrôle des décibels, mais contrôle finalement de l'échappatoire, le tuyau d'échappement avec un tuyau, dans le fond, qui vérifie si on a touché finalement ou si on a enlevé le système de réduction de la pollution et du bruit. Et il y a des amendes de 300 $ qui se donnent en passant comme information à ces gens-là qui se font prendre comme ça. Donc, il va y avoir un contrôle exercé par la SQ, je pense à l'échelle de la MRC, parce que c'est la seule façon vraiment de bien gérer ce dossier-là. Bon, ça fait le tour. Moi, j'ai l'intention qu'à chaque réunion, nous allons vous informer de l'évolution de ces dossiers-là pour s'assurer que vous ayez une bonne compréhension des activités qu'on fait, puis des engagements qu'on a pris qu'on a pris durant la campagne électorale, entre autres. Nous allons passer au prochain point, qui est les questions des citoyens. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, vous pouvez poser n'importe quelle question, même si les sujets ne sont pas à l'ordre du jour, vous posez la question qui est importante pour vous. Qui veut commencer? David James. The question I have is tied to a lot of infrastructure issues. It's tied to water. It's tied to something that actually right now more than 1,000 people are experiencing in our community, and that's a lack of electricity. We've had another blackout where people in the community say, oh, our lights flickered. Well, when it flickers chez vous, it goes out for the area of the town which is north and west of Jordan and Alderbrook. And the incidence of that is such, and this is amusing but telling, we have our bathtub full all the time. And that's not usual. And we have it full because if the electricity goes out, we need water. And so my question to you and to council is to open up a dossier regarding electricity and the integrity and reliability of the system. And I'm wondering if you could please approach Hydro-Québec to have an inventory of the blackouts that have occurred in the area, and in particular this area, over the past 5 years. And our anecdotal experience is that it's going up. And this can be a safety issue. If some chap is working in a studio and sawing wood and the electricity cuts out quickly, or there's a mother trying to take care of a bath with a baby and not having water, you can play it out yourself. And so I'm wondering, is it possible for Hydro-Québec to design or reconfigure their grid so that when it does flicker, that it flickers and goes out in a smaller area so it's contained? We understand that the wind is going to knock down trees. There's a car that's going to take out a pole by accident. But why does that? Right now, there are 633 homes without electricity, and I'm averaging 2 people per home. So it's over 1,000 people that are affected. And we had it last week as well. So thank you very much for looking into that. Yeah. Well, as you know, Hydro-Québec is one of my forte. I spent 30 years there, personally. So it's difficult, obviously, because the distribution system, especially at the end of the line, we are at the border, we're not connected with the U.S., so the distribution line is at risk here, obviously, because of trees, because of that kind of weather. A distribution is very, it's tough to isolate
part of the distribution system. You can do it easily on the transmission system, but on the distribution system, it's tougher. What is being done right now is a new way of thinking, especially when I was on the board of Green Mountain Power, a small utility on the other side, on the Vermont side. What we're doing is that everybody should be kind of autonomous. So we had a program, and Hydro-Quebec is thinking about that you will have solar panels on your house. You're going to have batteries. Out there, Tesla is having a big battery, like it's like a generator. Okay, the battery is in your basement, and the battery can give you electricity for 8 to 12 hours. The other part that is possible, you have an electric car, I have an electric car. The system right now is going to be bi-directional. So your car can put electricity into the battery, into the Tesla battery right now. It's Tesla who's doing these huge batteries in your so you can become a little bit autonomous yourself. That's one way. Obviously, it costs money, but there's a lot of subsidies that are given to, because Hydro-Quebec would love to have that for all the reasons you mentioned. So this is one possibility. This is the future, but it's happening now. Okay, we can surely talk to Hydro, to the distribution group within the area here to know if what you're saying is true, if there's an upside of the so we'll come back to you on this matter. Yep. The other part that is interesting also is something that we need to look into. It's not our priority, but right now, like in Vermont, we can isolate villages. We can isolate villages, and in fact, the first experiment is going right now in Lac Mégantic because of what happened there. So Hydro-Quebec has designed a system with huge batteries, not just your own personal batteries in your house, but large batteries. This is the future in electricity, to be able to store, days of electricity. And so this is one way of getting less outages in the distribution system. So there's a new thinking, there's a new way of thinking. There's a good article in Time magazine on Green Mountain Power and their experiment in Vermont about that, how to isolate villages so that they're free of outages. Good? Another question? Charles Weldon. J'ai une question qui concerne la nécessité, puisque j'ai remarqué au cours des dernières semaines, que sont apparus sur un parcours que j'utilise fréquemment, 2 nouveaux stops. Et puis, un de ces stops a occasionné 2 incidents dont je suis au courant, qui c'est certainement pas la totalité des incidents qui ont pu avoir lieu. Et puis, c'est celui qui concerne l'intersection Rosenberry et Mont-Sutton. Un stop a été placé au bas d'une côte, à pic et longue, où dans les conditions climatiques et puis la qualité de la chaussée actuelle, fait en sorte que d'abord, on le remarque à la dernière minute parce qu'on y circule depuis 40 ans. Et puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous apparaît derrière le busquet d'arbres, et puis on fourre les breaks. Mais là, ça marche peut-être l'été, mais l'hiver, ça ne marche pas. Et puis, il y a une des personnes impliquées dans un des incidents est mon fils. Et puis, il a échappé belle parce que l'auto qui a fait un 360 devant lui en tentant d'appliquer les freins est resté dans le milieu du chemin. Puis lui, il ne pouvait pas appliquer les freins. Comme ça, il a fait son possible pour le contourner, ce qu'il a réussi à faire. Un autre incident impliquant une personne qu'on connaît, qui est l'employé de mon épouse, est une situation presque identique. Comme ça, il y a sans doute des raisons pour lesquelles ces stops-là apparaissent alors qu'ils n'ont pas été, ils ne sont pas là. Le chemin existant et l'intersection existant depuis probablement plus que 100 ans, à cet endroit-là en particulier. Puis je me demande quels sont les facteurs qui font en sorte qu'on décide d'en mettre un en place. Il y a un inconvénient à court terme à toutes ces nouvelles apparitions, ça c'est certain, puis on en convient. Mais j'aimerais savoir si
Et puis, je comprendrais qu'on n'y réponde pas directement. Est-ce qu'il s'agit quelque chose qui apparaît suite à la plainte d'un seul individu? Peut-être un nouveau résident dans le coin? Peut-être quelqu'un qui a passé proche d'avoir un accident? Ou bien est-ce que c'est toujours des considérations d'intérêt public et non d'intérêt privé? Et puis, à vous d'y répondre tant bien que mal. Ça, c'est une question. L'autre, vous avez mentionné, M. le maire, tantôt, que les 250 premiers mètres sont assurés, pour l'instant, du moins, les coûts de l'installation. Mais 250 mètres, à partir d'où jusqu'à une demeure? À partir de quel endroit? Moi, j'ai compris de la fibre optique, du réseau de la fibre optique. OK, Donc, du réseau existant de la fibre optique qui va au passer moment sur où on se parle? qui va passer sur les poteaux d'Hydro de Bell. Là. D'accord. OK. Merci. Pour le... Oui. Bien, en fait, pour faire suite à la question de Charles, il y a Mme Rod aussi qui a posé cette même question, qui demeure à proximité. Moi, j'aimerais juste saisir, peut-être au profit de tout le monde, est-ce qu'il y a des exigences au niveau des pentes qui font qu'on peut limiter ce type d'installation-là, juste me situer un petit peu, puis au profit de tout le monde? Est-ce que vous avez compris? J'avais gardé mon masque. Je pense que c'était clair pour tous. Merci. Alors, en fait, non, il n'y a pas de norme à savoir si on a une pente de plus de 15 degrés. À ce moment-là, on n'aurait pas le droit de mettre un stop en bas de la pente. Là. Donc, ça, des normes comme ça n'existe pas. On est conscient là, de cette problématique-là. On a eu plusieurs, quand même, signalements. Je peux vous assurer que le but de ça, c'était effectivement pour les intérêts publics. C'est principalement dû au manque de visibilité, justement, à cette intersection-là. Le triangle de visibilité, il y a beaucoup de végétation qui fait que quand on arrive, on doit vraiment s'avancer dans la voie, principalement l'été, là, évidemment. Les feuilles cachent beaucoup. Donc, il faut s'avancer, faut s'engager dans l'intersection pour bien voir. Et on considérait au niveau de nos services qu'il y avait vraiment un problème de sécurité à ce moment-là, d'où le nouveau stop là, qui a été installé. Est-ce que vous avez un pouvoir d'intervention auprès de ceux qui seraient en mesure de pouvoir abattre la friche qui pousse? Parce que la visibilité, il y a 20 et 25 ans, à cet endroit-là. Ça, vous parlez de quand on vient de l'ouest sur Rosenberry, puis on regarde en haut de la côte, finalement, là, hein? Et puis, on a déjà bien vu, puis ça n'a pas été un facteur, mais est-ce qu'on peut intervenir en tant que ville sur un terrain qui est sans doute, du moins en partie de propriété privée, parce que vous avez encore, j'imagine, votre emprise de 50 mètres qui fait que vous pouvez agir là-dessus, mais... On a effectivement une emprise, à savoir si elle est de 50 mètres, ça je ne peux pas vous dire. L'emprise est très variable d'un endroit à un autre. Donc, où est-ce qu'elle est l'emprise à ce niveau-là, je ne pourrais pas vous dire. On a un pouvoir, oui, de demander aux propriétaires de couper la végétation, assurément. Toutefois, pour y avoir été, là, personnellement, c'est plus que de la petite friche quand même. Là. Il y a des conifères aussi qu'il faudrait couper à ce moment-là si on veut vraiment bien voir. Donc, effectivement, vous le mentionniez, il y a des inconvénients à court terme, mais je pense que les gens vont s'habituer et la pente n'est pas si accentuée non plus. Donc, je pense que l'arrêt à court terme cause une problématique, mais à long terme, là, favorisera la sécurité. Autre question? En fait, est-ce que je peux revenir, Pascal? Juste pour finaliser, j'aimerais juste... est-ce que les impacts été-hiver ont été évalués de la même façon? C'est-à-dire que là, je comprends que si on est en... La situation problématique se posait d'un côté de Rosenberry à Mont-Écho, c'est ça? À gauche. Ouais. Mais est-ce que les incidences d'une pente avec un arrêt au bas sont plus importants que la visibilité de Rosenberry versus Mont-Écho à gauche? Puis est-ce que c'est possible de juste, en tout cas, regarder cet aspect-là au profit de la sécurité de tout le monde, s'il te plaît? Ce sera regardé. Parfait, monsieur. Merci beaucoup. Un sujet, je pense, qu'on connaît. Bien. Ben non, Non? justement, non, j'ai non. décidé de vous surprendre. Ah, ben oui. En fait, non, j'avais Jean-Marc Giroux, déjà, j'avais pas vraiment de questions, mais vous nous avez tendu la perche. Donc, IHR et la fibre optique. Oui. Je retiens que vous avez un suivi
dans les jours ou les semaines qui viennent avec eux, est-ce qu'on pourrait leur demander de publier un calendrier de déploiement qui soit réaliste? Alors, sur le dernier calendrier de déploiement, enfin, il y a deux colonnes importantes. Il y en a une, réseau complété à 90% avec une date prévisionnelle et la date effective. 8 des municipalités, la date est dépassée. Le cas le plus marrant, Bromont devait être fini en septembre à 90%. Ils sont à 25 aujourd'hui. Donc, ce calendrier-là, bon, j'ai fait toute ma carrière en gestion de projet, ne veut plus rien dire. Qu'ils accélèrent, bonne idée, mais déjà, si on pouvait nous dire, écoutez, ça ne sera pas décembre, ça sera mars ou ça sera avril, au moins on saura à quoi s'y attendre. Donc, juste nous donner de l'information qui soit valable et pas du grand n'importe quoi comme à chaque mois depuis quelques mois. Mais c'est un bon point. Et il faut être assuré que Pascal et moi, on travaille fort sur ce dossier-là parce que, premièrement, c'est important pour nous. Puis, on n'a pas eu encore de façon claire les réponses auxquelles on s'attendait. Alors, nous allons suivre avec eux absolument pour avoir ces réponses. Oui? Michel Fradat, je m'approche de vous. Rapidement, juste en parlant du chemin, chez nous, moi, je demeure sur le chemin de Billings. C'est un chemin qui a une petite côte, mais on a bien ri qu'on a vu le stop de 30, la vitesse à 30 km, parce que si tu n'as pas de traction avant, c'est-à-dire si tu n'as pas de clou, si tu n'as pas de 4 roues, tu ne montes pas chez nous. Ça fait que la petite pancarte, j'ai déjà vu quelqu'un qui l'a jeté dans le fossé, est revenu. Mais en tout cas, si jamais la police m'arrête, je vais dire, ben poussez-moi pour monter chez moi. Mais c'était pas pour ça que je venais au départ. C'était tantôt quand vous avez parlé de tous les comités, vous formez un comité, pas entre vous, il va y avoir un sous-comité pour l'environnement. J'étais un peu surpris de voir tout le monde qui vote beaucoup pour l'environnement, qu'il n'y ait pas personne, vous avez du monde spécialisé en environnement, là. Non, mais qu'il n'y ait pas quelqu'un d'attitré dans le conseil. Oui. Pour ça. En fait, je ne voulais pas tout expliquer le détail là, de la mécanique. On voulait juste dire que le comité va être présidé par un citoyen et non par un élu. Okay. Mais il va y avoir, en fait, déjà là, il va y avoir 2 élus. On a déjà identifié Carole et Marie-Josée qui vont participer au comité. Mais on souhaite, dans le fond, nous souhaitons qu'il y ait une présidence qui soit gérée par des citoyens et citoyennes plutôt que uniquement par des élus. C'est beau. Merci. OK? Parfait. Non, mais c'est bon d'avoir cette précision. Ça fait le tour. J'ai devant moi aussi 2 questions que nous avons reçues avant 16 heures aujourd'hui. Une première question qui était posée par Laurent Bernard, qui nous demande le délai de réponse pour les permis de construction est extrêmement long et pourriez-vous engager des inspecteurs, inspectrices supplémentaires? Pascal, tu veux répondre? Alors, effectivement, nous sommes conscients des délais additionnels là, présentement, qui sont encourus présentement. On peut dire que la situation s'améliore grandement, toutefois, là, depuis 2021, mais les délais sont encore quand même relativement longs. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'on compte engager un inspecteur additionnel? Effectivement, on compte engager un inspecteur additionnel. Donc, la force d'inspection va passer de 1 inspecteur à 2 inspecteurs. On a fait un premier concours en mars de mémoire et on avait embauché un stagiaire inspecteur à ce moment-là qui était Harry Pressoir. Harry a été promu comme conseiller à l'urbanisme suite au départ de M. Alain Beauregard. On a réouvert le poste le mois passé pour un poste d'inspecteur additionnel. Donc, on est toujours en recrutement à ce niveau-là, mais c'est sûr que c'est dans les volontés d'engager. Et depuis janvier aussi, nous avions donné un mandat à une firme en inspection aussi, qui sont venus nous donner un coup de main à raison de 3 jours par semaine pendant 8 mois de mémoire. Ce contrat-là est terminé et on espère pouvoir engager rapidement. Parfait. Dernière question. Diane Prévost, qui nous demande, c'est concernant le point 10.5 aujourd'hui sur la demande à Yvernon pour qu'un dossier puisse être envoyé à la CPTAQ pour une question pour une question d'aliénation d'une partie d'un lot. Alors,
Je ne sais pas, qui veut en parler? Est-ce que Pascal ou Jonathan? Alors, je vais y aller encore. Donc, en fait, le projet sur Yvernon est vraiment pour rendre la situation actuelle conforme. Ce n'est pas pour une nouvelle résidence, c'est simplement pour aliéner une partie du lot de la zone agricole. En fait, c'est que le lot va rester en zone agricole, mais il va avoir un usage non agricole d'une partie du lot qui se trouve à être la voie d'accès à la résidence et la résidence. Mais donc, Jonathan, je pense que tu vas le mettre à l'écran. On y arrive. Donc, en fait, on le voit sur l'écran en bas à droite. Donc, on voit la partie en mauve. Et là, pardonnez moi, je suis colorblind. Donc C'est mauve. la portion en mauve, C'est mauve. c'est la partie qui serait aliénée de la zone agricole, donc qui aurait une fin non agricole, donc c'est une fin résidentielle sur cette petite portion du terrain-là. Mais c'est la situation actuellement, donc c'est pas une nouveauté, c'est pour confirmer ce qui se fait déjà sur le terrain. Il y a déjà une résidence, d'ailleurs, qui est en bas, là. C'est ça. Il y a déjà C'est une cet endroit-là résidence et chemin, l'autre là. portion, c'est le chemin d'accès à la résidence, qui existe. qui est actuellement. existant aussi. OK. De toute façon, on va le voir au point 10.5. Parfait. Alors, ça met un terme à la période des questions. Nous allons passer au règlement. Et Jonathan, je pense que tu vas présenter, tu vas être urbaniste pour quelques minutes. En effet, donc, je serai urbaniste en herbe. Donc, le point 6.1, qui est l'adoption du premier projet de règlement numéro 73.3, donc, qui est le règlement qui modifie le règlement 73 actuel concernant les PIA afin d'y ajouter des dispositions relatives à la densification et à la réalisation d'un projet. Donc, comme mentionné par le passé, le but, c'est d'assujettir sur l'ensemble du territoire de la ville de Sutton, qui est non déjà couvert par un PIA existant. Deux choses. Le premier, c'est la délivrance d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation dans le cadre de l'aménagement d'un logement dans un bâtiment accessoire et de la construction ou de l'agrandissement d'un bâtiment principal de 4 logements et plus. Et ensuite, le deuxième point, c'est la délivrance d'un permis de lotissement pour la réalisation d'un projet intégré d'habitation et l'émission d'un permis de construction associé à ce projet intégré d'habitation-là. Donc, dans les deux cas, là, les plans vont faire l'objet d'un PIA qui va passer au CCU et ensuite adoption par les membres du conseil. À noter qu'il s'agit de l'adoption du premier projet. Il y aura donc une consultation publique de la mi-décembre à la mi-janvier. Plus de 15 jours là, prévus par les décrets là, dans le cadre sanitaire actuel. Donc, de la mi-décembre jusqu'à la mi-janvier, pour ensuite, techniquement, dépendamment des résultats, l'adoption du second projet lors de la séance ordinaire le 19 janvier 2022. C'est ça. Alors, je vous invite à lire le contenu du règlement. Le contenu du règlement, c'est vraiment pour se donner des critères au niveau architectural, des critères au niveau d'esthétisme, au niveau des critères pour respecter donc tout le caractère rural et urbain de Sutton. Qui propose? Carole propose. Marie-Josée seconde. Donc, approuvé. Avis de motion pour le règlement modifiant les permis et certificats 251, tel qu'amendé afin de rendre conforme à la loi les architectes, des paragraphes sur les architectes, les paragraphes 9 et 10 de l'article 52, préciser les droits acquis mentionnés au paragraphe 10 de l'article 53. Donc, c'est l'explication que j'aurais à donner autant sur 6.2 pour l'avis de motion que 6.3 qui est le dépôt du projet dans ce cas-là. Donc, 6.2, pas 6.2, ce que je veux dire, c'est le premier point qui concerne les paragraphes 9 et 10. C'est donc, on a fait des modifications pour préciser les documents requis qui devaient accompagner des demandes de permis. Ils devaient avoir des attestations de conformité au Code national du bâtiment.
Cependant, on demandait des attestations effectuées par des technologues et ou architectes et on s'est rendu compte par la suite que ça rentrait en contradiction avec la loi sur les architectes qui précisait que certains éléments n'avaient pas à être attestés par des architectes et ou technologues. Donc, on a élargi un petit peu la norme. Et ensuite, l'autre élément, c'est de préciser. Donc, il y avait des droits acquis qui ont été créés dans le cadre de certaines modifications concernant les périmètres desservis et donc de préciser justement certains éléments concernant cette reconnaissance de droits acquis-là. Concrètement, ça empêchait certains architectes de Sutton de pouvoir signer des plans. Ça empêchait certaines personnes qui faisaient des plans de construction, je ne dirais pas architectes, de faire des plans, oui. 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 Marie-Josée propose. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et ensuite une deuxième personne pour ce qui est du dépôt du projet. OK. L'avis de motion, premièrement, Marie-Josée, Marc-André. Et... Donc, Marie-Josée pour l'avis de motion et Marc-André pour le dépôt. C'est parfait. OK. Donc, on passe à 6.4. Règlement numéro 314, intitulé « Règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services ou activités de la Ville pour l'année 2022. » Donc, dans le cas présent, la même chose, avis de motion à 6.4 et le dépôt du projet à 6.5. Il s'agit ici d'un règlement qui revient annuellement. Donc, on va annuler l'ancien règlement 308 qui est en vigueur pour 2021. Et le nouveau règlement sur les tarifs s'appliquera pour 2022. Il y a divers sujets, des frais, par exemple, pour les permis en urbanisme, certaines activités au niveau des travaux publics et par le fait même les camps de jour, piscines, et etc. Il y a certaines modifications qui ont été proposées que vous devrez vous pencher dessus et que les citoyens sont invités à consulter. Donc, le projet de 314 est sur le site web actuellement. Je suppose qu'une personne pour... Une personne pour l'avis de personne. motion et une personne pour le dépôt, s'il vous plaît. Carole et Thérèse? Parfait. Donc, ça nous amène à l'administration. C'est un dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. Ça a été fait, je pense, à l'exception d'Alan, qui n'a pas encore rempli sa formule. En effet, c'est le seul qui me manque actuellement, mais il est encore dans les délais. Là, donc, s'il y a de quoi, on verra effectuer un deuxième dépôt à la prochaine séance sans problème. Parfait. Alors, le dossier le plus important, c'est le 7.2. C'est ma nomination pour célébrer des mariages ou unions civiles. J'aurais jamais pensé faire ça dans ma vie, mais il y a un début à toute chose. Donc, est-ce qu'il faut... c'est juste la nomination? Est-ce qu'il faut j'ai besoin d'un proposeur et secondaire. Est-ce qu'il va y en avoir? Thérèse? T'appuies, Marie-Josée, merci. 7.3, l'autorisation de signature d'un contrat de captation et de web-diffusion des séances du conseil municipal. C'est pour notre ami Todd, ici. En effet, il s'agit d'un contrat donc de 3 ans avec une certaine indexation au fil des 3 ans pour ce qui est de la captation des séances et la web diffusion. En différé et ou en direct selon les moyens technologiques. J'en profite pour dire que malheureusement, nous ne sommes pas avec ISR présentement et notre bande passante ne le permet pas actuellement d'une diffusion en direct. Voilà. Est-ce que ça prend une résolution aussi? J'ai besoin d'une résolution proposeur secondaire. Marc-André puis Linda. OK. Adhésion à la déclaration d'engagement intitulée « Unis pour le climat ». Donc, ça a déjà été fait, ça, avec l'ancienne, ce que j'en comprends, avec l'ancienne administration, le dernier conseil. Donc, on renouvelle l'adhésion à la déclaration. Donc, qui propose? Carole et Marie-Josée. Trésorerie, on va passer rapidement là-dessus parce que c'est des dépôts. C'est le dépôt du rapport de dépenses autorisé pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2021. Ça me permet de dire que Suzanne m'a dit à l'oreille tantôt que nous sommes toujours en ligne avec la prévision d'un surplus d'1 million de dollars, tel que nous l'avons annoncé à la dernière session. Donc, on est en bonne direction. Donc, c'est un dépôt, tout simplement. Un dépôt aussi à 9.2 sur le rapport des paiements effectués incluant bordereau de paye et pour la période du 1er novembre au 30 novembre.
Je suppose que ce sont les chèques que j'ai signés, entre autres. Oui, sûrement. OK, c'est un dépôt également. L'examen et l'approbation de la liste des comptes à payer datée du 1er décembre 2021. Est-ce qu'on a besoin de... Oui. Donc, Carole propose. Qui est second? Est-ce qu'on a besoin d'un secondaire? Marc-André. 9.4, l'embauche d'une réceptionniste est préposée aux encaissements à la trésorerie. Ça, c'est un point important parce que vraiment, je pense que j'ai insisté beaucoup avec Pascal là, que ça nous prenait une image positive, une image chaleureuse, bienveillante à la réception. Et je pense que tu as trouvé une perle rare. Effectivement, nous étions très conscients que le poste de réceptionniste est un poste névralgique là, à la municipalité. C'est la première personne qui est vue par les citoyens et souvent la dernière personne aussi. Donc, on est très fiers d'accueillir Mme Sarah Biggs, qui va se joindre à nous en formation ce vendredi, mais elle entrera en poste le 6 janvier. Oui. Et puis, ça me permet juste de mentionner, c'est une anecdote, mais c'est intéressant. La personne c'était un concours, mais la personne est venue à la dernière assemblée ici pour faire sa propre revue diligente, pour voir comment ça se passait au conseil municipal, pour voir si elle avait vraiment le goût de venir. Puis, je trouvais que c'était une très belle initiative, digne de mention. Donc, tu proposes Linda et Thérèse seconde. Excellent. Vas-y, Marc-André. La question s'adresse à M. le directeur général concernant le poste de réceptionniste. Est-ce que ça a déjà été envisagé par la municipalité d'avoir un système de paiement par carte de paiement plutôt que d'être obligé de payer beaucoup de petits frais en argent comptant? Il me semble que ça pourrait faciliter les choses beaucoup aux citoyens. Mais ça a été discuté. En fait, je vais laisser Suzanne, notre trésorière, répondre à la question. C'est que je vais relancer la balle à M. le directeur général, ici à Pascal. À son arrivée comme directeur général, il nous a demandé à la trésorerie, justement, d'explorer cette avenue-là pour 2022. Chose qu'on n'a pas eu le temps de faire encore, mais que j'imagine qu'il est encore sur sa liste. Il ne l'a pas rayé encore, je suis convaincue de ça. Effectivement, les paiements par Interact des taxes municipales pourraient être un service intéressant, ainsi que tous les paiements. Évidemment, pour des raisons de bon sens, nous n'accepterons pas les paiements de taxes municipales par carte de crédit. Toutefois, les paiements par Interact, oui, est quelque chose qu'on envisage de mettre en place. D'accord. 10.1, à urbanisme et aménagement du territoire, c'est l'embauche d'une secrétaire à l'urbanisme. Jonathan? Pascal? Alors, tout comme pour le poste de réceptionniste, on a tenu un processus de sélection, rencontré 3 personnes en entrevue pour le poste de secrétaire au service de l'urbanisme. Et notre choix s'est arrêté sur Mme Christina Savard. Nous sommes vraiment très heureux de pouvoir compter sur Christina, qui semble avoir tous les atouts nécessaires pour occuper ce poste pour longtemps, espérons. Propose. Carole, appuie. 10.2. Oui. Elle entre en poste? Elle entre en poste aussi le 6 janvier. 10.2 et 10.3, c'est le PPC Moi, justement, sur habitation abordable Sutton. Et ça va vous donner des indications sur, justement, comment toute la question du budget est très serrée. Qui veut le présenter, Pascal? Je vais y aller. Oui. Donc, à 10.2, en fait, 10.2 et 10.3, effectivement, portent sur habitation abordable Sutton. C'est des modifications à des PPC Moi qui ont été émis dans le passé. Là, on en est à l'adoption du PPC Moi. Donc, il y a déjà eu des premières versions du PPC Moi adoptées le mois passé et un avis de motion aussi le mois passé. Ceci étant dit, ou en fait, le 2 mois, Jonathan me fait signe. Donc,
10.2, c'est au niveau de la notion de couvre-sol perméable. Le PPC-MOI actuel donne l'obligation à Habitation abordable Sutton d'avoir un couvre-sol perméable au niveau, si on regarde sur l'image, le petit chemin d'accès, donc ce devait d'être en couvre-sol perméable pour des raisons budgétaires et des raisons aussi d'efficacité. Donc, on a eu la demande de retirer cette obligation-là. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est on ne dit pas de mettre un autre type, on fait juste retirer l'obligation. Donc, si jamais les fonds sont disponibles pour faire ce projet-là, il sera peut-être fait, mais point de vue efficacité, on a retiré l'obligation. Donc, il pourrait faire le même projet avec un couvre-sol perméable. Voilà. Et le deuxième, est-ce qu'on les fait en même temps ou un à la fois? Donc, qui propose Linda. Linda qui nous représentait sur le comité, maintenant passé, puis là maintenant à titre de citoyen. Voilà. Hein? Non, je suis plus là. Plus là du tout? Non, plus là. Ah, OK. Je pensais que tu continuais, mais juste pas comme représentant de la ville. Non, parfait. Excuse-moi, j'ai mal compris. Carole, tu secondes? Oui, je sais. OK. Et pour le deuxième aspect? Oui. Pour ce qui est du 10.3, donc c'est le même principe sur le même immeuble. Toutefois, en fait, c'est une modification et celle-ci est principalement budgétaire. Donc, c'est de retirer l'obligation de mettre j'allais dire un couvre-sol, mais un déclin de bois, donc de type Maybec, et de le remplacer par un déclin de type Canexel, ce qui va résulter d'une économie pour le projet d'habitation abordable Sutton. On fait le même principe. On retire l'obligation du déclin de bois, mais c'est toujours une possibilité. Encore une fois, si les sommes disponibles le permettent, ça sera en Maybec. Toutefois, ils n'ont pas l'obligation de le faire, ce qui va faciliter la réalisation du projet. Voilà. Est-ce que tu proposes toujours, Linda? Marie-Josée propose, seconde. Demande d'autorisation. On a 2 demandes d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole. Juste pour votre information, pour tout le monde, à chaque fois qu'un tel dossier est proposé, il faut déjà voir si c'est conforme à la réglementation municipale. Quand c'est conforme à la règlement municipal, c'est envoyé automatiquement à la CPTAQ et c'est la CPTAQ qui décide si oui ou non ils vont rendre une décision positive ou négative. Dans le premier cas, Pascal, 10.4, c'est un projet sur la route 139 Sud. Effectivement. Donc, comme M. le maire l'indiquait, quand on dépose ou quand un propriétaire veut déposer à la CPTAQ, l'une des premières boîtes à cocher, c'est est-ce que c'est conforme à la réglementation municipale? Et nous, on doit le confirmer par une résolution. Donc, d'où l'intérêt des 2 prochaines résolutions pour 2 projets différents. Donc, le premier projet, effectivement, c'est sur Principal. Présentement, le citoyen occupe avec une résidence, un immeuble sous la main à l'écran. Ce que la CPTAQ a eu vent et maintenant la CPTAQ demande que cet immeuble-là retourne à son état original, donc un immeuble agricole, donc une grange, que ça soit vraiment retourné à l'usage agricole. Donc le citoyen dit « OK, on va retourner la fonction de ce bâtiment-là agricole ». Toutefois, il demande la possibilité de pouvoir se bâtir dans le carré jaune, que vous voyez à l'écran. Donc, en fait, la demande est vraiment pour pouvoir bâtir une résidence en zone agricole. C'est ce qui est conforme à la réglementation municipale. Qui propose? Oui. Marc-André, qui seconde? Marie-Josée. Et l'autre dossier, c'est sur Yvernon, dont on a parlé tantôt durant la période de questions. Effectivement, le dossier 10.5, donc sur Yvernon, c'est la situation qu'on a parlé durant la période de questions. Je pense qu'on avait fait une présentation quand même complète. Je n'ai rien à ajouter à ce point-là. Parfait. Qui propose? Est-ce que j'ai un proposeur? Marc-André? Thérèse, seconde. Parfait. 10.6, c'est la nomination des membres au sein du comité de démolition dont on a parlé tantôt. Donc, je répète. Comité de démolition, Marc-André Blain, Marie-Josée Auclair, Linda Graham, puis Thérèse Leclerc comme substitut. Qui propose?
Carole et peut-être moi qui n'est pas en conflit d'intérêt, donc je peux seconder, n'est-ce pas? Parfait, excellent. Nous passons maintenant aux travaux publics et immobilisation. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, notre directeur des travaux publics, Valentin Periola, va être présent dorénavant à compter de janvier à toutes les réunions du Conseil. Il y a plusieurs questions et c'est des dossiers qui sont prioritaires aux travaux publics et aux immobilisations, donc il va être présent. Actuellement, nous n'avons que des questions d'intendance, là. La démission du contremaître des services des travaux publics et des immobilisations. Je ne sais pas, Pascal, est-ce que tu veux juste dire quelques mots là-dessus? Excusez-moi. Alors, effectivement, donc, Mme Patry, qui occupait le poste de contremaître depuis mars, donc nous a quittés pour aller vaquer au poste de directeur des travaux publics, excusez-moi, dans une autre municipalité. Donc, en fait, pour nous, c'est un poste qui a été ouvert beaucoup trop souvent, si je peux me permettre le commentaire. Donc, depuis 2017, on a eu 5 directeurs, 5 contremaîtres aux travaux publics. Donc, on en est à se poser des questions et envisager une autre solution. Évidemment, on ne veut pas refaire toujours le même processus. Donc, on va réorganiser l'organigramme au niveau du service des travaux publics pour avoir un poste qui répond aux attentes des candidats et de la municipalité. Mais aujourd'hui, c'est la démission. Alors, la résolution, qui la propose? Linda propose. Marie-Josée. 11.2, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2022. Alors, qui propose? Est-ce qu'on a besoin d'explications? Je ne pense pas, là. Qui propose? Carole? Thérèse, seconde, adopté. 11.3, l'exercice de l'option de renouvellement de contrat pour la collecte et le transport des matières organiques pour l'année 2022. Pascal? En fait, je vais céder la parole à Jonathan Fortin, notre greffier. Donc, un instant, je vais juste trouver. Nous avions adjugé un contrat de 3 ans en novembre 2020 pour les années 2021, 2022 et 2023. À chaque fois, il y avait une possibilité de renouvellement dans le fond. Donc, 2021 s'écoule. Il y a lieu de renouveler la période pour 1 an pour celle de 2022. Et le montant est approximativement de 255 000 $ plus taxes. Parfait. Et on est satisfait du service? Oui. Parfait. Qui propose? Carole? Marie-Josée? Appuie. 11.4, maintien du véhicule hors route, côte à côte, side by side, de marque Kubota, et qui est au sein de la flotte de véhicules de la Ville. Donc, dans le cas présent, le service incendie avait fait adopter une résolution par le passé, en janvier, pour être précis, janvier 2021, par lequel le Conseil désirait vendre le véhicule Kubota, qui est un véhicule hors route side-by-side, désolé de l'anglicisme, là, côte à côte. On a depuis reçu notre nouveau et entre-temps, les services des travaux publics ont demandé à l'obtenir. Ce véhicule va être pratique pour combler leurs besoins au niveau de l'entretien des parcs, pistes cyclables et arrosage des fleurs. C'est un véhicule qui, entre autres, magane moins les parcs et les allées, les pistes cyclables et gazons et autres. Qui propose? Marie-Josée et Thérèse qui secondent. Side by side. C'est ça, side by side. J'ai travaillé pour la traduction française. C'est le tag team. OK. Nous passons maintenant au loisir, vie communautaire. Là, encore là, c'est des questions d'intendance. Nous allons passer rapidement. La démission de l'agente au loisir et la vie communautaire. Pascal? Alors, rapidement, donc la personne qui occupait le poste, Élise, nous a quittés pour un poste dans le milieu de la construction. Donc, nous allons réouvrir le poste dans les prochains jours afin de pouvoir embaucher une nouvelle agente au loisir et à la vie communautaire dès le début janvier. Qui propose? Marc-André? Besoin de quelqu'un? Thérèse pour seconder. Départ à la retraite
de la coordonnatrice de la bibliothèque municipale et scolaire de Sutton, quelqu'un qui était là depuis plusieurs années, je pense. En fait, c'est le départ à la retraite de Mme Lisa Charbonneau, qui est effectivement pour la ville depuis plus de 25 ans. Donc, on lui souhaite une bonne retraite. Qui propose? Linda? Carole, tu secondes? 13.3, c'est l'embauche d'une coordonnatrice à la bibliothèque municipale. Évidemment, la contrepartie de la démission. Qui est la personne? Alors, Mme Sylvie Vachon, qui était déjà... excusez-moi. Alors, Sylvie Vézina, qui était déjà bénévole à la bibliothèque, qui a aussi une grande expérience à titre de bibliothécaire pour la Ville de Montréal. Donc, on est très content de pouvoir compter sur elle maintenant pour prendre la relève de Lisa Charbonneau. Oui. Qui propose? Thérèse? Marc-André, seconde. Parfait. 13.4, la reconnaissance de l'OBNL École d'art de Sutton. Juste une petite publicité. Si vous avez l'occasion d'aller au Petit Salon du Livre, qui se passe à l'École d'art de Sutton, puis visiter l'endroit, c'est un endroit exceptionnel. Je vous invite à vraiment visiter, puis aller au Salon du Livre aussi, au Petit Salon du Livre. Alors, c'est la reconnaissance. Ils ont demandé maintenant d'être un organisme sans but lucratif. Et c'est la reconnaissance. Il faut proposer. Est-ce qu'il faut proposer? Oui, propose. Marie-Josée propose. Carole appuie. 13.5, c'est la reconnaissance des OBNL œuvrant sur le territoire de la ville de Sutton dans le cadre du programme d'assurance de l'UMQ pour bénéficier des avantages de MMQ, je pense, la mutuelle, les municipalités, non? BFL, merci Louis. Okay. BFL Canada, qui, dans le cadre de l'UMQ, avait fait un appel d'offres il y a plusieurs années pour obtenir un programme d'assurance avantageux pour les OBNL. Donc, les OBNL qui sont reconnus par les villes peuvent s'inscrire et par la suite bénéficier de ce programme d'assurance responsabilité particulièrement là, avantageux. C'est sans frais pour la municipalité. C'est uniquement un avantage pour les OBNL. Parfait. Qui propose? Thérèse? Carole, tu secondes? Donc, 13.6, réattribution des montants pour l'activité de Noël pour les employés de la ville. Pascal? En fait, une résolution a été adoptée en novembre, je pense, en octobre, pour affecter 4 000 $ pour le party de Noël des employés municipaux. On a besoin de cette résolution additionnelle, en fait. C'est pas des nouveaux fonds. C'est qu'on prend les fonds qui étaient affectés à l'activité de Noël pour les premiers répondants et pour les pompiers. Et puisqu'on fait un party de Noël commun, qui n'est pas en présentiel, là, toutefois, rassurez-vous. Donc, on a besoin de réaffecter ces sommes-là pour nous budgétairement, mais c'est des sommes qui étaient déjà prévues au budget depuis janvier dernier. Qui propose? Je propose. Linda? Besoin d'un secondaire. Marie-Josée? 13.7, l'acceptation du budget de l'Office de l'habitation de Brome-Missisquoi. Ça demande aussi quelques petites précisions. Donc, l'Office de l'habitation de Brome-Missisquoi, qui réunit maintenant depuis quelques années tous les ce qu'on appelle les OMH de la région, adopte un budget et le modifie tout au long de l'année selon leurs besoins par rapport aux revenus qu'ils ont à jour et les dépenses qu'ils ont à jour. Et donc, on est en mesure, une fois par année, là, d'adopter ce budget révisé qui devrait, je dis bien devrait, être final en date du 8 novembre 2021. Et dans le cas présent, dans le fond, c'est les dépenses moins les revenus donnent habituellement un déficit. L'OMH, ou plutôt la SHQ, compense pour une grande majorité. Et la contribution... pardon? 90%. Et la contribution municipale, donc de 10%. La contribution municipale de Sutton concerne présentement uniquement Villa des Monts. Donc, on parle ici de 3 500 $ pour l'année 2021. Kéru? Parfait. Propose. Qui seconde? Thérèse? Linda. C'est Linda.
Linda et Thérèse qui secondent. 14.1, fin du lien de la ville avec une première répondante. En fait, les premiers répondants, quand ils entrent en poste, ont une obligation au niveau des présences. Donc, on demande au moins une garde par mois. Et donc, malheureusement, Mme Roddy n'a pas été en mesure d'offrir cette garde par mois-là. Donc, puisqu'elle ne rencontre plus les critères au niveau des présences, donc on met un terme au lien avec Mme Cynthia Roddy, qui était première répondante. Qui propose? Marc-André, Linda. Linda, seconde. Parfait. Et la contrepartie, c'est embaucher des bénévoles à titre de premier répondant. En fait, effectivement, donc nous avons le bonheur d'accueillir 2 nouveaux premiers répondants. Est-ce que tu as les noms, Jonathan? 3? Donc, conditionnel à la réussite de leur formation nécessaire pour être premier répondant, la formation PR3. José Bertrand et Mackenzie Goyette. Qui est d'ailleurs sauveteur, elle, je crois, l'été, ou quelque chose comme ça. Et l'autre candidat a déjà sa formation, c'est Alex Cournoyer. Très bien. Qui propose? Thérèse. Thérèse et Linda proposent. Thérèse, seconde. Montant forfaitaire pour les recertifications des premiers répondants. Donc, les premiers répondants annuellement, oui, c'est ça, annuellement, doivent refaire une recertification. Je parlais de formation tantôt, une plus petite recertification. Et donc, c'est de leur payer leur journée de recertification dans la même mesure que le per diem qu'ils reçoivent. Donc, pour l'année 2021, on parle de 30 $ et pour l'année 2022, on parlerait de 50 $. C'est ça. Qui propose? Carole, secondée par Marc-André. Démission d'un pompier à 14.4 et embauche d'un officier pour le service de sécurité. Non, ben Non. 14.4, ça C'est- fonctionne toujours, donc je vous demande 14.4, d'accepter la c'est démission de 14.5 M. que nous avons Marc-Olivier retiré. Giguère. J'ai besoin d'un proposeur secondaire pour celui-là. Proposeur, Thérèse et Marie-Josée. Marie-Josée. Et donc 14.5 a on l'a été retiré. retiré. 14.6, c'est l'embauche d'un officier. Oui. Qui Qui est un ancien officier qui revient. Attendez un instant, j'ai comme oublié son nom. Patrick Gagné. Ah, quelqu'un le connaît ici dans la cité. Ouais. Oui, ben j'étais un peu déçu d'avoir oublié son nom. Je savais que le nom était connu. Qui propose? Marc-André, secondé par Marie-Josée. Parfait. Nous passons maintenant à correspondance. Et c'est des bonnes nouvelles. Ici, on a 2 bonnes nouvelles. En effet, donc. Si vous avez, excuse-moi, Allez-y, Jonathan, parce que je veux désolé. quand même vous féliciter là-dessus, parce qu'il y a seulement 60 des municipalités au Québec qui ont passé le test de la conformité à la Commission municipale du Québec pour l'adoption du budget et pour le PTI. Donc, il y a 40 qui n'ont pas passé. Nous sommes dans le groupe qui a passé. Voilà. Donc, en effet, la Commission municipale du Québec a effectué un audit de conformité pour ce qui est, 1, de l'adoption du budget et 2, du programme triennal, l'adoption du programme triennal d'immobilisation, ou PTI, auprès de toutes les municipalités de 100 000 habitants, ou plutôt de moins de 100 000 habitants. C'est-à-dire, donc, sur les 1130 municipalités au Québec, 1120 municipalités environ. Et donc, dans notre cas, nous, en effet, l'audit confirme comme quoi que nous avons respecté tous les critères et toutes les procédures associées à l'adoption et du budget et du PTI. Donc, c'est 16.1 et 16.2. Les audits ont été rendus publics par la Commission au cours de la semaine dernière. Voilà. C'est un dépôt dans les 2 cas. Dans les 2 cas. Et le 16.3, c'est un autre dépôt qui est une bonne nouvelle aussi. C'est une lettre de la ministre de la Culture qui nous accorde une aide financière pour la mise en jour de la politique culturelle. Puis on a parlé tantôt du comité culture que Carole va présider. Donc, une partie de ces fonds-là, ça va être de gérer l'aide financière. C'est un dépôt également. Alors, ça nous amène quand même à 9h moins quart, 8h45. C'est quand même à nous. David, tu veux poser une autre question? Tu veux me faire pratiquer mon anglais?
sincerity, I compliment the improvement in the Friday letter with the compte rendu of the council, which I've never seen before, and that's a great step forward. I think you're touching on one of the key things is the need to inform and communicate with the populace, and there's always room for improvement. And I guess what I'd like to do is point out an opportunity for that, and because when one comes to a council meeting, it's rather intimidating. You guys are up there. There's a group of the administrators here, and it's almost like a sect. You've got your own language. No, just a second. Adoption of the SCA OPI adopted by under law 220 concerning the specific construction. You keep going on that. That is inaccessible. And then you keep going down, and the meat in the whole thing is at the end. Couldn't we write this? And we've had this discussion with prior councils. For instance, it says it's at lot 4,848,224 located on Principal Street South. Now, I challenge everybody here except the four at the table here, where the hell is that? Yeah. So first of all, could we put in a street address, even if it's not a formal location, you could easily say, civic address 849 or something, so that people can relate to it. Positionally, what are we talking about? This is Greek for most people who are here. So, do you want an answer on this one? No, just a second. I'm not finished. If I No, may. I know. But is it other question? Because Jonathan can answer this part. Well, No? just Okay. a second. Go. Part of this Go is style, but style is important in terms of communication. And in terms of Mr. Pilon, maybe, in terms of bridging with the community, this whole thing in 10.2, 10.3, 10.4, and 10.5 all could have started with, for example, I'll take 10.2, propose to remove the obligation to apply a 2-meter wide permeable ground cover in vehicular aisles. It could be a laneway, I guess, or aisles, fine, walkway. And then say at the street address, and then afterwards, comma, lot 482, and then dash, you could put in all this, what we would regard as jargon, might be required legally, but make it accessible for people who come, rather than say, well, geez, they're not even communicating. Yeah, but this is what we try to do when I ask either Pascal or the directors to explain what's behind those numbers. Oh, yeah, but when you But when you what go on you're- when you go on the web and you look Yeah, at the agenda, I you're understand saying, what "Gee, you're is there saying. something there that attracts me or affects me?" And it would also be useful because you asked about it, you used it in your commentary about the logement abordable. Yeah. Couldn't that have been worked in there somewhere? So can Jonathan answer you on this one? Is it a legal point, Jonathan, or not? Of course, there's some legal point around this. I will not say that to put or not put the name of Habitation Abordable in the title is a little part of it. Of course, the lot number it is. Sometimes also, I think surprisingly, I will say that in a transparency, it's useful to know that is a PPC moi or something that way because it's zone changing at the end. So, but of course, every time there's maybe some modification that can be made and see what we can do and how. But unfortunately, we are not able to write an essay or to do some poems entitled. Excuse me, Jonathan. I'm not proposing an essay. I'm not proposing a it's poem not either. to- But you can still keep the PPC et moi. If you change it around, just said proposal to remove the obligation, da-da-da-da, and then your preamble could come afterwards. Okay. Thank you. Okay. But to the point, David, is this this is the reason why Isabelle is doing this piece, to try to summarize and to vulgarize the information. But we'll see what we can do on the agenda. Robert, Oui. Monsieur Sébigny, vous m'avez posé une question tout à l'heure. Vous sentez-vous à l'aise de la poser ce soir? Oui, par rapport à la clôture, au micro. Donnez au micro. OK.
OK, merci. C'est par rapport à la clôture, là, la nouvelle, là, en bas de chez nous, là. Sur Island. Oui, sur Island. Parce qu'elle ne veut pas avoir une clôture de même, là, ça a l'air fou, ça. Même, vous l'avez vu vous-même, hein? La clôture, ça a l'air fou. Et puis, pour ça, elle veut commencer un commerce. Elle ne veut pas avoir de commerce dans la rue. Island, pantoute. Pas de commerce. Parce que moi, je fais plus de 1960 que je suis là, puis je n'ai pas été rallié pour ça. Ouais, elle arrive d'Ontario, là, en une plaque, sorte de cochonnerie, là. Elle a des trous, elle a creusé un gros trou avec de l'eau. C'est dangereux, elle n'a pas de clôture, là, dans tout. Elle a enterré des gros tuyaux de 4 pieds de large par 4 pieds de haut. Elle a enterré ça dans la terre, que c'est contre la loi. Elle assiste dans une chose, là. Il faut que ça arrête. J'étais à MRC, mais là, je vais retourner encore, j'attends pour un appel. J'ai fini par avoir, parce qu'il paye cette paye-là pour avoir... Là. J'ai trouvé une femme qui m'a répondu, et puis elle a dit, m'en va donner le message. J'étais supposé de m'appeler la semaine passée, il ne m'a pas appelé encore. Là, il faut que ça arrête, cette affaire-là, là. Elle va avoir un commerce de quelque sorte, elle veut planter des petits arbres, ils vont pousser là. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi? Elle va-tu les vendre? Je ne sais pas, moi. Elle m'a dit d'une fois, elle était pour les vendre au marché aux puces. Qui va acheter ça? Tu veux un petit table, là, tu vas en chercher sur le bord de la route, tu en ramasses partout. Tu sais, ça n'a plus d'allure. Fait que votre préoccupation, c'est est-ce que c'est un usage commercial? Je ne veux pas avoir de commercial dans la rue. C'est comprenant, ça? C'est bien facile. Pascal, tu as un point? J'ai été dans la police de la ville pour 7 ans et demi, moi, ici. Je n'ai pas vu de la cochonnerie comme j'ai là. Vraiment. J'ai été pompier pendant 30 ans, je n'ai pas vu de la cochonnerie comme ça. Je commence à être tanné, là. J'appelle le conseil, les autres avant, là, ils donnaient un message à la réceptionniste, mais personne ne répondait. Madame Parent de Glen Sutton, elle ne répondait pas à personne. Voulez-vous, on va laisser le directeur peut-être nous donner une réponse à vos préoccupations? Ah oui. Pascal? Alors, M. Sévigny, en fait, on est sensible à vos questionnements, à vos craintes. Je vais peut-être enlever le masque, peut-être que ça va vous aider à mieux me comprendre. Donc, on est sensible à vos questionnements et à vos craintes. Je pense que les services municipaux ont quand même répondu à multiples reprises sur ces enjeux-là. De notre côté, bon, honnêtement, pour ce qui est des tuyaux que vous avez mentionnés, moi, c'est pas à ma connaissance. Mais les services municipaux sont allés sur les lieux. Il y a eu des inspections qui ont été faites, les travaux qui ont été faits respectent l'ensemble de la réglementation municipale. Je comprends que peut-être que la clôture, vous avez parlé de la clôture qui ne vous plaît pas. Malheureusement, elle est conforme, en tout cas, malheureusement. Donc, dans tous les cas, elle est conforme à la réglementation municipale. Maintenant, si on considère que ce type de clôture-là ne devrait pas avoir lieu, ben peut-être qu'un jour, il faudra modifier la réglementation municipale. Mais pour ce qui est des travaux, c'est conforme. Pour ce qui est de votre crainte que ce soit un usage commercial, bien nous, je comprends que ça peut avoir l'air de, mais on n'a pas d'indice, il n'y a pas eu de permis non plus d'activité commerciale qui a été émis, et on ne peut pas présumer que la personne va faire une activité commerciale non plus. Donc, si la personne plante des arbres, puis vous craignez qu'un jour ça devienne un verger, bien, on le verra en temps et lieu, et s'il y a une activité commerciale, on interviendra en temps et lieu. Pour l'instant, il y a eu des arbres qui ont été plantés. Donc, on ne peut pas en dire vraiment plus. L'inspecteur est venu, il a regardé, là, puis il dit « Attends, au printemps, on va voir ce qu'on va faire. » là. Moi, je vais retourner à Bromont pour voir ce qui va se passer avec ça, ces tuyaux-là. Ces tuyaux-là, c'est pas légal. Ils me l'ont dit en rentrant la première fois que j'étais ouais. C'est pas légal. Ils disent ils n'ont pas le droit de les remettre là. Parce que les voisins, ils disent pas, ils me disent, ça a de la clôture, ça, c'est pas bon. Mais c'est moi qui prends la responsabilité, parce que c'est moi qui est le plus proche. Alors, je vais vous proposer, si jamais vos voisins vous en parlent, de demander à vos voisins de communiquer avec les services municipaux. On est au fait du dossier et, comme je vous dis, c'est pas nécessaire de nous revenir très, très fréquemment avec ces questions-là. On est bien au fait du dossier et si vos voisins veulent nous parler, ça va nous faire plaisir de leur parler.
OK. Merci. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Alors, ça met un terme. En fait, juste une petite seconde. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Excusez-moi, on va s'asseoir. Donc, est-ce qu'il y en a deux? Oui, OK. Bonsoir, Louise Brisson. Bonsoir. En fait, j'ai une question-commentaire. C'est en lien avec les adoptions 10.2 et 10.3. Je me dis que si à Sutton, on veut vraiment avoir, qu'on se dit qu'on a vraiment une préoccupation au niveau architectural, puis au niveau aussi écologique, comment ça se fait qu'on peut laisser tomber aussi facilement des exigences au niveau du revêtement extérieur, puis du revêtement perméable pour l'allée? Ça m'apparaissait, j'ai pas pu m'empêcher de le relever parce que... Mais il faut comprendre que, je comprends votre point de vue, là, mais ça vous donne une indication de ce que je disais tantôt sur l'augmentation des prix. C'est que tous ces changements-là ont un impact quand même marginal, là. C'est vraiment à la marge. C'est pas matériel d'une certaine façon, mais ça enlève quelques dizaines de milliers de dollars et ça peut permettre finalement de pouvoir réaliser le projet. Deuxièmement, la Ville comme telle n'est pas directement impliquée dans l'administration des habitations abordables Sutton. La Ville a acheté le terrain puis donne un crédit de taxe pendant plusieurs années. Donc, ça, c'est notre contribution, mais ce n'est pas nous qui gérons l'administration des habitations abordables Sutton, bien que nous l'appuyons fortement et nous allons les aider à essayer d'assurer la réalisation. Oui. Mais je comprends votre point de vue. Je comprends ça. En fait, je pense que ce que j'invite, c'est qu'on ait une réflexion, qu'on sorte de la boîte, parce qu'il y a peut-être moyen de trouver du financement si vraiment c'est la couleur qu'on veut se donner, si vraiment c'est les priorités qu'on veut se donner. Il faut qu'on trouve l'argent, parce que ces bâtiments-là, c'est des bâtiments qui vont être dans le paysage urbain, dans le paysage de Sutton pour longtemps. Et pour quelques milliers de dollars, on est... En tout cas, je trouve qu'on devrait essayer de... Je ne m'attends pas à une réponse nécessairement, mais je lance la question on va voir ça, je pense, la semaine prochaine, quand va sortir le résultat, la boule du boulier. Là, va sortir un chiffre pour voir si ça dépasse ou non notre limite, la limite maximale financière. Et à ce moment-là, on verra aussi... Parce que, comme a dit Pascal, c'est conditionnel, finalement, au montant de la soumission qui va sortir la semaine prochaine. Si jamais elle est inférieure beaucoup, on va revenir sur ces critères-là. Oui, mais si elle est supérieure? Bien, là, à ce moment-là, il faut trouver des solutions, possiblement. C'est ça que j'aimerais entendre, qu'on trouve des solutions pour ne pas mettre de côté nos priorités à la moindre occasion. Je comprends. Je comprends fort bien. Si je peux répondre? Oui? Marie-Josée? M'entendez-vous? Oui. Par rapport au premier élément, le 10.2, là, qui concernait l'utilisation d'un couvre-sol, en fait, qui invite à retirer l'obligation d'appliquer le couvre-sol perméable, nous aussi, ça nous a préoccupés parce que l'idée qu'on a, tous ensemble, on veut essayer de privilégier le plus possible des revêtements qui sont perméables à l'eau pour avoir une infiltration de l'eau puis éviter qu'il y ait du ruissellement massif qui se fasse dans les systèmes. Alors, c'est sûr qu'on va avoir toujours cette préoccupation-là en toile de fond à l'avenir. Mais comme je dis, on verra la semaine prochaine comment ça va sortir. Oui, monsieur. Alors, vous m'avez dit que vous ne parlerez pas des chiens à ce moment-ci. Je vais vous parler de chiens, mais ce n'est pas la question que vous pensez. OK. Sur le règlement de tarification... Juste vous nommer, je vous connais. Oh, pardon, Jean-Marc Giroux. Je suis de la rue Cook. Règlement de tarification, article 34. Je lis la dernière phrase. Pour les licences de chiens, les frais exigibles annuellement pour une telle licence sont de 20 $. Donc, ce que je comprends, c'est que chaque année,
le propriétaire d'un chien doit renouveler la licence au coût de 20 $. C'est bien ça? En fait, c'est une proposition, effectivement. C'est pas comme ça dans la réglementation actuelle, mais ce c'est sera une comme proposition pour le règlement de tarification de 2022. Et donc, question subsidiaire, Monsieur le Président, allez-vous vous donner les moyens pour éviter de donner plus de 2 licences à un même propriétaire? Est-ce qu'il va y avoir une façon de... vous savez qu'aujourd'hui, c'est un petit peu olé olé. Assurément que nous donnerons les moyens de respecter notre réglementation municipale à cet effet-là, entre autres. En fait, l'idée serait d'accorder un contrat global à SPA des cantons, dont la vente de médailles qui actuellement est faite par la municipalité. Donc, oui, c'est la direction dans laquelle on veut aller. Et c'est je rappelle, c'est une proposition de règlement, donc c'est pas la version finale, mais c'est la vision. Merci. Prochaine question. Bonjour, Lily de Grandpré. Premièrement, un plaisir d'être au conseil. C'est ma première fois. Je ne pouvais pas venir la dernière fois, mais très bonne réunion. Merci. Moi, j'ai une question concernant le 6.1. Je passe de façon régulière sur la 139 entre Village et Jordan, et puis je trouve que la nouvelle construction qui est là, c'est d'une monstruosité. Et je me demandais si ce nouveau règlement-là va empêcher ce genre de construction-là qui... Je veux dire, c'est tellement près de la 139, je ne sais même pas si ça a été obtenu avec des dérogations. Ça bloque le paysage. C'est une horreur, cette place-là. Puis est-ce que ce règlement-là va empêcher ça? Pascal? En fait, ce règlement, empêcher ça, non. Encadrer des projets similaires à ceux-là, oui. En fait, l'immeuble dont vous mentionnez respecte intégralement l'ensemble de la réglementation municipale. Il n'y a aucune dérogation qui a été accordée. Ça respecte l'ensemble de la réglementation. Par un PIA, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas dire que quelque chose qui est conforme à la réglementation n'aura pas lieu, mais on pourrait encadrer au niveau de la volumétrie, on pourrait encadrer au niveau du positionnement du bâtiment, au niveau de l'esthétisme. Il y a différentes choses qui pourraient être faites. Du stationnement. Donc, il y a différentes choses qui pourraient être faites pour encadrer un projet comme ça, mais ça ne pourrait interdire un projet de la sorte. Bon, alors, ma question, c'est est-ce que le nouveau projet va interdire ce genre de choses-là? Bien, en fait, est-ce que c'est ce que vous avez l'intention de faire au Conseil? Bien, en fait, il va falloir discuter des règlements d'urbanisme. C'est le processus dans lequel vraiment on débute à partir du 20 décembre. Oui, j'y sais. Pour essayer de déterminer le genre d'habitation qu'on veut avoir, effectivement. Puis c'est toute la question à savoir, est-ce qu'on veut créer des banlieues résidentielles comme dans des villes plus importantes ou est-ce qu'on ne veut pas respecter une identité plus rurale? Donc, c'est ce genre de questionnement qu'on va discuter ensemble actuellement. D'accord, parce que les dernières constructions qui se sont faites là, à la sortie du village jusqu'à Jordan, là, c'est terrible, ces constructions-là. Merci. Merci. Bon, ça fait le tour de notre période de questions. Et moi, je voudrais juste dire, à la fin, je voulais vous remercier, premièrement, puis toute l'équipe ici, des conseillers, conseillères, l'administration. On voulait vous souhaiter des joyeuses fêtes, une bonne et heureuse année. Ça me permet de dire aussi qu'il ne faut pas oublier non plus les familles, les enfants qui sont plus démunis. Moi, je vous invite à donner généreusement. Il y a le Centre d'action bénévole ici qui agit auprès des familles plus démunies. Le groupe de l'Hôtel de Ville, Pascal et moi, et un groupe de directeurs et d'élus. On va contribuer cette année avec le CAB pour distribuer les paniers de Noël à certaines familles. Les gens ont besoin, je pense, il ne faut jamais oublier, il y a tellement d'inégalités dans le monde à l'heure actuelle, les écarts de revenus sont tellement importants que c'est la période des fêtes, il faut penser un petit peu à ça. Et donc, si vous pouvez donner généreusement cette année, bien, je vous invite à le faire. Et puis, en fait, je voulais vous remettre... Oui? Il y a le docteur Julien, la guignolée du docteur Julien. Il y a la guignolée du docteur Julien qui va se passer aussi semaine. samedi sur la rue principale ici. Donc, je vous invite à le faire. Et puis, à vous souhaiter donc joyeux Noël et tout le monde et à vous revoir en janvier, un mercredi. La date, je ne l'ai pas avec moi.
19 janvier, un mercredi, donc, et nous allons commencer toutes les réunions maintenant le mercredi, à compter du mercredi. Donc, 1h30, c'est pas si mal. Nous avons, oui, il faut faire une résolution maintenant, proposeur qui est pour la fin de la réunion. Marie-Josée, Carole. Parfait, merci beaucoup. Merci, Robert. Merci.